Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. Vaccination de la population et des personnels soignants, tests de dépistage, passe sanitaire, recrudescence de l'épidémie font les grands titres de l'actualité et la vigilance reste toujours de mise sur le front de la pandémie de Covid-19. Si les restrictions sanitaires ont été assouplies en période estivale, il n'en reste pas moins que le virus n'est toujours pas sous contrôle. Le ministre d'État Pierre Dartout s'est rendu aujourd'hui au centre de vaccination et de dépistage basé à l'Auditorium Régnier 3. L'occasion de faire un point complet sur les questions d'ordre logistique notamment qui se posent. Mais les interrogations sont également nombreuses sur le plan scientifique. Pourquoi la vaccination est-elle présentée comme l'arme la plus redoutable contre le virus? Les variants sont-ils plus dangereux? Le docteur Olivia Quetta-Pers, chef du service épidémiologie et hygiène hospitalière du centre hospitalier Princesse Grace, répondra à toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui, plus d'un an après le début de la crise. Des liens étroits et chaleureux unissent le Québec et Monaco. Le prince souverain s'est rendu à plusieurs reprises sur place et les passerelles économiques sont prometteuses. Nous entendrons dans ce journal la déléguée générale du Québec à Monaco et en France qui a répondu à l'invitation du Monaco Economic Board pour prendre part à une séance de networking avec des entrepreneurs de la principauté. Ils parachèvent leur formation avant le grand départ en septembre pour Dubaï. Les jeunes qui vont travailler sur le pavillon de Monaco tout au long de l'exposition universelle ont notamment été sensibilisés aux gestes de premier secours. Nous les avons suivis. Et puis nous poursuivrons notre série de portraits des athlètes qui porteront les couleurs de Monaco aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après le rameur Quentin Antonielli hier, la jeune nageuse Claudia Verdino aujourd'hui. Mais pour débuter ce journal, ouvrons un large volet consacré à la lutte contre la Covid-19. Alors que le pass sanitaire est en place depuis le début du mois et que l'épidémie semble repartir dans les pays du sud de l'Europe, le ministre d'État Pierre Dartout et le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé Didier Gamerdinger se sont rendus au centre de vaccination et de dépistage à l'Auditorium Régnier 3 pour dresser un bilan d'étape. Le reportage de Christinda Thomel et Alexandra Marangoni. La situation ayant évolué ces derniers temps avec un taux d'incidence passé de 91 à 156 en principauté, malgré un nombre d'hospitalisations stables, le ministre d'État Pierre Dartout a donné un point presse au sein du centre de vaccination pour rappeler l'importance de se faire vacciner. L'importance est vitale pour la population de la principauté, pour l'ensemble des résidents, parce qu'en se vaccinant, on se protège soi-même et on protège les autres aussi. Et donc, nous sommes arrivés à un taux de vaccination qui est important, mais qui n'est pas encore suffisant. Nous avons dépassé les 60% de vaccinés sur l'ensemble de la population de plus de 12 ans, celle pour laquelle la vaccination est nécessaire. Et nous devons quand même accroître ce taux, même si pour les personnes âgées, par exemple, de plus de 75 ans, 87% d'entre elles sont vaccinées. Mais l'idéal, ce serait qu'il y ait 100%. Et si le nombre de personnes âgées de plus de 45 ans est sensible à la vaccination, la population plus jeune reste encore frileuse. Aujourd'hui, plus de 60% des résidents monégasques sont vaccinés, mais pour atteindre l'immunité collective, la mobilisation de tout un chacun reste capitale. À ce jour, 94% des médecins ont été vaccinés. La vaccination est importante et nécessaire et l'attitude des médecins en principauté le démontre. S'ils sont vaccinés avec un taux si élevé, c'est que les gens qui sont médecins, qui sont parfaitement bien formés, savent que c'est indispensable. Au-delà des médecins, les autorités souhaiteraient rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant, le plus en contact avec les personnes vulnérables. À la demande du prince souverain, un projet de loi dans ce sens devrait être prochainement déposé auprès du Conseil national. En attendant, le gouvernement poursuit une large consultation déjà entamée avec les établissements de santé sur cette obligation de vaccination.
L'appel à la vigilance est donc toujours d'actualité. Pensez à vous faire dépister si vous revenez de congé dans une zone à risque. Et puis pour toute question liée au pass sanitaire, sachez qu'un livret d'informations a été élaboré. Il est à votre disposition à l'auditorium Régnier 3. À ce jour, un monégasque ou résident sur 2 a déjà reçu son pass sanitaire. Et lorsque l'on parle actuellement de la Covid-19, pas une journée sans que l'on entende parler des variants. Le variant anglais, le variant indien, sans compter les dubitatifs qui s'interrogent sur la dangerosité du virus ou du vaccin destiné à l'éradiquer. Pour nous éclairer sur tous ces points, le chef du service épidémiologie et hygiène hospitalière du CHPG est notre invité. Bonsoir, docteur Olivia Quetta-Pers. Bonsoir. Alors peut-être, pour commencer, il est beaucoup question des variants. Tout d'abord, alors, qu'est-ce qu'un variant ? Un variant, c'est une forme légèrement modifiée du virus d'origine qui est liée à une mutation de son matériel génétique. Le matériel génétique du virus, c'est quoi? C'est une succession de lettres, d'un petit alphabet de 5 lettres en fait, qui forment des mots. Et il faut imaginer une secrétaire qui va taper un grand nombre de fois, recopier ces mots un grand nombre de fois. De temps en temps, elle va se tromper, elle va faire une faute de frappe. Et la faute de frappe, ça va conduire à un mot qui va être mal orthographié. Et ça, c'est le variant, c'est la mutation. Mais ces variants sont-ils plus dangereux et plus contagieux? Alors, ils ne sont pas plus dangereux, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. On ne peut pas dire qu'il est plus virulent, il est plus contagieux, ça c'est un fait. On peut aussi imaginer qu'un jour, il sera moins contagieux. Puis on peut aussi imaginer que la mutation ne touche pas la protéine spike, mais un autre endroit du génome viral, et que là, on ait quelque chose de plus virulent. Les vaccins actuels peuvent-ils permettre de lutter efficacement contre les variants ? Ce qui apparaît dans les toutes dernières études, c'est qu'on est protégé correctement à partir de 2 doses. C'est-à-dire que quand on fait la maladie, on a une immunité. Et par rapport au variant indien, cette immunité, elle n'est pas suffisante. De la même façon, quand on est vacciné, quand on a une seule injection, cette immunité, elle n'est pas suffisante. On a une immunité suffisante à partir de 2 doses ou de la maladie plus une dose. La Covid est toujours une menace importante qui plane sur notre quotidien. Pourquoi faut-il être nombreux à se faire vacciner, et même si l'on ne fait pas partie des populations les plus à risque? Je pense notamment aux jeunes. Il y a un enjeu individuel et un enjeu collectif. Alors parlons du collectif, vous avez compris que moins le virus circule, moins il se réplique, donc moins on va être exposé à de potentiels variants bien entendu. Et puis l'enjeu collectif de la vaccination, c'est protéger, on l'entend souvent, les plus âgés, les plus fragiles. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de parler des Covid longs. Les Covid longs, ils surviennent chez des patients jeunes, ils sont même décrits désormais chez les enfants, et quelle que soit la forme initiale de la maladie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir été en réanimation pour avoir un Covid long, ça n'est pas corrélé. Et c'est des dégâts sur le long terme. Il y a des gens qui font des dépressions, il y a des gens qui ont une asthénie persistante. Donc je pense que l'enjeu collectif, l'enjeu individuel mêlé, ça doit être déterminant dans le choix de nos concitoyens, c'est évident. Docteur Quetta-Pers, vous qui êtes une spécialiste, quel message souhaitez-vous adresser à ceux qui doutent du vaccin, qui doutent de la dangerosité du virus? Il faut sans cesse rappeler certains éléments clés. Je pense qu'il faut comprendre. Moi aussi, j'ai eu des doutes tant qu'on n'avait pas les données scientifiques, tant qu'on n'avait pas les publications. Avec les collègues, avant la mise sur le marché des premiers vaccins, on s'est interrogé. Je pense que c'est légitime d'avoir des doutes. Puis après, nous, on a guetté, on a analysé, on a staffé les résultats et on a été rassurés. Quand on a des doutes, il faut s'adresser aux gens qui peuvent répondre d'une façon scientifique, pas d'une façon ésotérique. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'il y a des milliards de doses qui ont été injectées, qu'il n'y a pas plus de réactions qu'avec un autre vaccin. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, oui, c'est vrai que ça a été vite fait, cette histoire de vaccin. Mais pourquoi? Parce que depuis des années, il y a des plateformes vaccinales, ce qu'on appelle des plateformes vaccinales, qui sont en fait des endroits où il y a des chercheurs qui ont cherché sur des vaccins pour le SARS, l'autre coronavirus des années
années 2000, sur le MERS, sur Ebola. Donc on n'est pas parti de rien, ce n'est pas une technologie qui jaillit comme ça de nowhere. On regarde aussi que les scientifiques, ils ont été aidés comme jamais. Il y a eu un effort sans précédent, c'est-à-dire qu'on leur a donné de l'argent, les États ont donné de l'argent pour financer cette recherche qui a eu des moyens extraordinaires. Donc ça ne sort pas du chapeau, c'est des études. Et moi, je pense que c'est prodigieux. On a une chance folle d'avoir une recherche aussi performante. Puis le deuxième message qui est peut-être un petit peu moins positif, c'est qu'on doute de la gravité de ce virus. Venez nous voir. Enfin, ce n'est pas toujours possible, mais j'aimerais que ces gens-là puissent venir nous voir à l'hôpital, voir des patients qui n'arrivent pas à respirer, voir des patients qui risquent leur vie. Nous, les médecins, on a envie de soigner nos patients. Donc, si on exprime cette inquiétude, c'est pas pour rien, il faut nous faire confiance. Donc, je crois que, voilà, pareil, le doute par rapport au vaccin ou par rapport à l'évidence de la maladie, il faut se questionner, c'est bien. Mais si on se questionne intelligemment, on essaye de chercher les réponses au bon endroit. Et a priori, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur Twitter ou ce n'est pas sur YouTube. Les bonnes réponses, on les a dans les articles scientifiques. Et si on n'y a pas accès, on peut poser les questions à son médecin traitant ou à des médecins à l'hôpital. Moi, je sais que je renseigne beaucoup actuellement, même de professionnels de santé. C'est souvent un plaisir d'échanger. Et pour ceux qui attendent une hypothétique solution médicamenteuse, le passé a prouvé que ce sont les vaccins qui, la plupart du temps, soignent les virus. Hein. Moi, je ne suis pas étonnée que ce soit le vaccin qui arrive en premier, même s'il y a eu des études sur les médicaments. C'est parti de la chloroquine, c'est arrivé aux anticorps monoclonaux. Pour l'instant, on n'a rien de vraiment déterminant. Mais je ne suis pas étonnée parce que dans l'histoire de la médecine, de l'infectiologie, on sait bien traiter les bactéries. Il y a de nombreux antibiotiques et on sait moins bien traiter les virus. Et ce qu'on développe vis-à-vis d'un virus, c'est souvent un vaccin. Sans être devin, est-ce que l'on peut espérer éradiquer dans un futur plus ou moins proche ce virus ? Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Je crois que ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'on a quand même des éléments de contrôle. Donc, si nous, on joue le jeu et qu'on utilise ces éléments de contrôle, donc la vaccination, les gestes barrières, on aura, c'est sûr, un résultat. Mais espérer que ce soit le virus qui, un beau jour, dise « tiens, j'en ai marre, je m'en vais » ou « je mute et je deviens inoffensif », ça aussi, pour l'instant, c'est un peu, on va dire, ésotérique. Alors, on a un vaccin, on a des gestes barrières, ok, ça nous permet de progresser, ça nous permet de nous protéger, ça nous permettra à terme de reprendre une vie normale quand on aura une couverture vaccinale satisfaisante. Moi, personnellement, ça me convient. Le message est passé. Docteur Olivia Quetta-Pers, merci de nous avoir apporté cet éclairage sur la lutte contre la Covid-19. Merci à vous. Nous restons dans le domaine de la santé, de la prévention et des soins avec ces formations dispensées très régulièrement par la Croix-Rouge monégasque. Aujourd'hui, c'est un groupe de jeunes qui seront amenés à travailler sur le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï, qui y a pris part sous le regard de Charlotte Moreno et Alexandra Marangoni. Ce seront les premiers à pouvoir agir si une vie est mise en danger. Les équipes du pavillon de Monaco apprennent les premiers gestes à adopter en cas de problème et la leçon semble bien retenue. Il faut protéger les autres, il faut protéger la personne, il faut secourir, il faut avoir un téléphone sur soi pour appeler au plus rapidement les services de sécurité et de secours. Vous m'entendez, madame? Serrez-moi la main. Serrez-moi la main. Voilà, inconsciente. Dans ce cas, la victime est inconsciente mais respire. Il faut donc la mettre en position latérale de sécurité, puis alerter les secours. À Monaco, premier étage. Oui. Il y a quelqu'un qui peut venir chercher les collègues en bas, les pompiers? Bien sûr, je vais envoyer quelqu'un ou je vais descendre quand vous arrivez. Donc vous continuez à surveiller la personne, elle est toujours inconsciente là? J'ai pas de réponse. D'accord. Donc continuez à surveiller, gardez votre main sur le ventre. S'il y a de l'évolution, si ça venait à empirer, n'hésitez pas à nous rappeler, les collègues arrivent, d'accord? Très bien, merci beaucoup, à tout de suite. Vous pouvez raccrocher aussi. C'est en attendant les secours que l'état de la victime peut s'aggraver et c'est pendant ce temps qu'il faut agir. Dans le cas d'un arrêt cardiaque, les élèves apprennent à utiliser un défibrillateur et procèdent au massage cardiaque et chaque seconde est comptée.
Au bout de 3 minutes, on a des séquelles. Donc même si la personne est en arrêt cardiaque, le fait de faire un massage, on continue. Ça nous permet de faire continuer la circulation sanguine et donc l'enrichissement en oxygène. Et ça évite les séquelles, justement. À la fin de la formation, les équipes du pavillon de Monaco seront donc capables de secourir une personne inconsciente qui s'étouffe, qui saigne abondamment ou qui est victime d'un arrêt cardiaque. Et à Dubaï, elles auront quelques piqûres de rappel. Ils seront pris en charge et ils seront reformés, que ce soit au niveau secourisme, au niveau évacuation, au niveau des bâtiments et au niveau des règles internes du pays aussi. Donc normalement, ils vont revoir tout ça, mais avec quelques petites particularités selon le pays. À quelques particularités près, les gestes de secourisme sont similaires dans le monde entier. Développons les autres informations du jour avec Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra. La pépinière Monaco Boost va s'agrandir. Bonsoir Patricia. Nous ne connaissons pas encore le nom des heureux élus, mais de nouvelles entreprises vont rejoindre les locaux de Monaco Boost dès le mois d'août. Parmi les dossiers examinés, 45% des activités sont en cours de création et 55% sont de jeunes entreprises en développement. Les secteurs d'activité sont très variés et 82% des candidats ont exprimé leur volonté d'embaucher à court ou moyen terme. À la rentrée, des ateliers thématiques et des rencontres seront proposés pour les accompagner dans le développement de leur activité. Si vous ne disposez pas de véhicule, mais que vous souhaitez vous promener dans la région, l'offre Mobi peut vous intéresser. On connaît déjà dans le paysage les petits véhicules Mobi en format Twizy 2 places. Depuis quelques mois, leurs grandes sœurs de 5 places ont rejoint la flotte. Ces véhicules vous permettent de vous déplacer en région PACA, Piémont et Ligurie, puisqu'ils proposent une autonomie de 300 km. Et durant cet été, avec le code promo MobiBeach, vous avez 15 € d'offert, Patricia. Pour les adeptes du recyclage, il y a du changement du côté des bacs jaunes. Oui, pas de changement concernant le contenu. On rappelle que dans le bac jaune, il faut mettre les emballages plastiques en métal, en carton et le papier. Mais il y a du changement au niveau des heures de collecte. À présent, ces conteneurs seront récupérés le soir et 2 fois par semaine. Il suffira donc de présenter vos bacs jaunes à partir de 18h30 selon les jours de passage. Ceci varie en fonction des quartiers. Vous pouvez contacter la SMA pour plus de précisions. Du sport et une bonne nouvelle pour les fans de la Roca Team. Oui, c'est un visage bien connu en principauté et très apprécié qui fait son retour. Yacouba Ouattara vient de signer pour la nouvelle saison avec la Roca Team. Après un passage en Espagne, l'arrière-ailier international français revient pour la 2e fois sur le rocher, avec cette fois-ci en ligne de mire l'Euroleague. C'est une technique innovante et respectueuse de l'environnement. Un immeuble se construit actuellement dans le quartier de la Rousse, sans grue. Une entreprise québécoise est à l'origine de ce concept qui est venu présenter aux membres du Monaco Economic Board la déléguée générale du Québec à Monaco et en France, Michel Boisvert. L'occasion aussi de nouer des contacts économiques et de parler d'une cause commune, l'environnement. Nous l'écoutons. La Tour Carmela, c'est une initiative du prince qui veut donc construire un bâtiment en bois énergétique et de façon très, très innovante. La technologie québécoise, Obrella, fait partie de la solution. C'est une nouvelle technologie, c'est la première fois qu'elle sera déployée en Europe, qui permet une construction de tours sans grue. Donc déjà, on le voit, Monaco très, 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 très encombré. Si on peut se passer des grues, déjà, c'est un très grand avantage. En principe, à l'été 2023, la Tour Carmela sera bâtie. Et par la suite, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de place pour cette technologie-là un peu partout à Monaco. On a parlé d'économie, on a parlé de culture, mais il y a aussi l'environnement. L'environnement, c'est un lien très, très fort entre le Québec et la principauté. Le prince Albert, son Altesse Sérénissime, a un lien très fort avec tout ce qui touche l'économie bleue. La mer, il est venu au Québec à 2 reprises. Il y a des liens entre la principauté et un institut de la mer qui est situé au Québec. Bref, c'est un autre aspect, un autre angle de collaboration entre le Québec et la principauté. Michel Boisvert, délégué général du Québec à Monaco et en France, était interrogé par Charlotte Moreno. Et le 23 octobre prochain, Michel Boisvert sera de nouveau en principauté pour une soirée de diplomatie culturelle. Un grand chef d'orchestre québécois dirigera l'Orchestre Philharmonique de Monaco, une autre forme de collaboration encore entre Monaco et le Québec.
6 athlètes représenteront Monaco aux Jeux Olympiques de Tokyo. Nous allons vous les présenter tour à tour. Après hier, le rameur Quentin Antonielli place aujourd'hui à une nageuse, Claudia Verdino, qui vit une année faste après avoir réussi son concours de première année de médecine et qui s'apprête donc à vivre le rêve olympien. Voici son portrait, signé Alexandra Pani. Bonjour, je m'appelle Claudia Verdino, j'ai 19 ans et je vais participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en natation aux 100 mètres brasse. Elle parcourt 10 km par jour dans ce bassin et s'entraîne tous les jours entre 4h et 5h, tous les jours sauf le dimanche. Claudia Verdino a décroché son sésame pour les Jeux Olympiques de Tokyo il y a 3 semaines seulement. Un message de sa maman qui restera longtemps gravé dans sa mémoire. Moi j'étais en stage à l'hôpital et du coup quand ma mère m'a envoyé un message « tu pars aux Jeux Olympiques », j'étais vraiment hyper surprise. Je lui ai demandé « mais c'est vrai, tu te moques pas de moi ?» Et du coup voilà, vraiment super contente. JOJ, Jeux des petits États, les compétitions internationales, Claudia les connaît déjà, mais cette fois-ci l'on parle de Jeux Olympiques. Élève en première année de médecine, Claudia n'a pas reculé devant l'important challenge qui l'attendait cette année, concilier ses études et ses nombreuses heures d'entraînement. Une force de caractère qui définit bien la jeune nageuse. Elle est un petit peu plus exercée aux compétitions internationales et ça vient, je pense, récompenser des années de travail et une année où elle a travaillé aussi, mais pas que sur le plan sportif, puisqu'elle travaillait pour son entrée en deuxième année de médecine. Donc c'était effectivement une belle récompense pour elle après une année particulièrement difficile au niveau intellectuel. Cette année, j'ai dû faire pas mal de sacrifices parce que l'année dernière, quand j'ai appris que les Jeux Olympiques ils étaient reportés, je me suis dit ça y est, c'est fini, il va falloir que j'arrête de nager parce que je savais que je commençais mon année de médecine derrière. Et puis après, je me suis dit bon, relève le défi, vas-y, lance-toi et puis tu verras si dans l'année tu tiens pas. Des yeux qui brillent à quelques jours du départ, ce rêve olympien est un rêve de petite fille qui s'inscrit dans le sillage de son papa. Lui aussi nageur pour Monaco, il portera à 2 reprises les couleurs monégasques aux Jeux Olympiques. Mon père il a participé du coup, aux Jeux Olympiques d'Atlanta et de Barcelone. Donc voilà, depuis que je suis toute petite, il m'en parle et voilà, là c'est un peu un rêve qui se réalise. Pour moi, ça représente le meilleur niveau. C'est la plus belle des compétitions, il y a tous les pays, tous les sports, c'est vraiment le plus beau des spectacles entre guillemets. Après un court temps d'adaptation, compte tenu des mesures sanitaires exceptionnelles, Claudia a rendez-vous avec son premier chrono le 25 juillet. Des jeux particuliers mais qui auront tout de même une saveur exquise pour ces jeunes athlètes. C'est la séquence incontournable de fin de journal, d'autant plus précieuse pour ceux qui sont en vacances. Quel temps fera-t-il mercredi, Alexandra ? Ce sera une journée pour la majorité bien ensoleillée. Le matin, il faudra compter sur la présence de quelques nuages, mais rien de menaçant. Les températures sont de saison avec 29 degrés d'annoncé au plus chaud de la journée. L'eau est toujours à 24 degrés et en ce 21 juillet, nous souhaiterons une bonne fête au Victor. Merci Alexandra. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19 h pour une nouvelle édition où il sera notamment question du projet de préservation du corail rouge conduit par le Centre scientifique de Monaco et dont voici un avant-goût avec ces photos de fin de journal de Manuel Vitali dans les coulisses du transfert en milieu marin de ces squelettes de coraux. Très belle soirée à vous. À demain.